Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonjour. Que l'on ne s'y trompe pas. Les récentes élections communales et régionales qui viennent de se dérouler au Maroc ne sont pas un événement banal, un simple exercice démocratique. Et ce n'est pas seulement leur taux de participation, ni même la transparence dans laquelle elles ont eu lieu qui les distingue. Non, c'est bien plus que cela. Elles ne tarderont pas, de toute évidence, d'ailleurs, à apparaître pour tous les observateurs, un tant soit peu avertis, sous leur véritable jour et dans la pleine acception qu'est la leur propre, celle d'un événement majeur, marquant, d'un tournant politique dont les répercussions seront aussi importantes qu'elles seront diverses et plurielles. Plus que la victoire d'une mouvance contre l'autre, ou plutôt contre d'autres, c'est celle d'une démocratie en marche. Comment pourrait-on ne pas en convenir? Ces élections et leurs résultats sont en fait la première et la plus marquante conséquence directe du printemps des peuples qui est parti un certain 17 décembre 2010 dans la ville de Sidi Bouzid en Tunisie. C'est cela qu'il faudra tenter de comprendre. Comment, par quel chemin détourné, par quel savant dosage, les uns et les autres, sont-ils parvenus à obtenir une telle issue, aussi heureuse qu'elle est prometteuse en ces temps périlleux où le sang des peuples qui ont osé dresser la tête coule à flot, où des pays entiers sont dévastés de fond en comble, où des sociétés entières se transforment en bot people. Ce processus électoral qui vient de se produire de façon aussi spectaculaire, aussi honnête, est-il une conséquence directe du printemps de Jasmin? Le peuple marocain, peuple, monarque et classe politique, ont-ils compris aussitôt que les manifestations populaires du 20 février se sont ébranlées, un peu partout dans le Maroc, que le temps des grandes et vraies réformes était arrivé, qu'il était inéluctable? Les grands acteurs politiques marocains, dont le monarque et les représentants du peuple marocain, ont-ils su, avec une telle intelligence politique, j'allais dire, évaluer la situation et les perspectives avec une telle lucidité? Ont-ils compris qu'il fallait permettre aux potentiels contestataires de s'exprimer, de s'inscrire dans un cadre démocratique, de briguer une légitimité populaire plutôt que de le contraindre à des espaces confinés et qui n'auraient d'autre choix que la soumission ou la violence? C'est cela que vient vraisemblablement couronner ce processus électoral. Ce qui vient de se produire semble être le fruit le plus singulier, le plus positif et très évidemment le plus intelligent du printemps des peuples. Même la Tunisie n'a pas fait mieux. Elle qui a été, dès la première surprise passée, la cible de manipulations multidimensionnelles, depuis l'instrumentalisation du terrorisme jusqu'à l'agitation d'épouvantail au pluriel en tout genre. En Tunisie, le seul pays dont le printemps ne s'est pas transformé en bourbier de sang, la révolution n'a cependant pas pu être menée jusqu'à son terme. Elle a été dévoyée. Les citoyens qui la portaient ont été montés les uns contre les autres, précipités dans des clivages idéologiques qui leur ont fait perdre l'idéal premier qui les avait soulevés contre l'oppression. Leurs objectifs les plus consensuels se sont dispersés en autant de visions irréconciliables. Au Maroc, même si les tranchées idéologiques restent dans leurs positions respectives, une nouvelle vision de la politique, de la cohabitation et de la concrétisation des projets de société s'est cristallisée dans les mentalités, dans les perceptions. Tout n'est pas rose et doré au Maroc, et la route reste sans doute encore longue à parcourir pour arriver en gare. Mais ce qui a été accompli, est impressionnant. Les Marocains ont désormais accepté de s'accepter,
Une dynamique éminemment porteuse s'est enclenchée, celle-là même, celle du printemps politique rêvé, pour laquelle se sont dressés les peuples, celle qui consiste à donner la parole au peuple, tout simplement, à accepter son choix, quel qu'il soit, tout simplement. Le PJD, le Parti de la Justice et du Développement, qui revendique ouvertement son appartenance islamo-conservatrice, s'est pourtant résolument inscrit dans le cadre démocratique imparti à tous les acteurs politiques. La vie au Maroc s'est engagée sur un chemin de fer politique nouveau, dont on se rend compte aujourd'hui qu'il a été tracé, balisé, sécurisé avec un soin très particulier. Il reste à espérer que le train est parti, qu'il est bel et bien parti, et qu'il ne s'arrêtera plus qu'en gare d'arrivée. Une démocratie dans un système où l'harmonie entre le peuple et le trône ne sera pas un slogan creux. Aujourd'hui, Courrier international. Maroc, élection, le parti du Premier ministre désormais incontournable. Par Hoda Salibi. Le Monde international. Au Maroc, bon résultat du parti islamiste aux élections locales. Jeune Afrique. PAM-PJD, la bipolarisation en marche de la politique marocaine. Par Nedia Lamlili. Avant de recevoir nos invités, nous allons commencer par visionner quelques images d'une manifestation parmi celles du 20 février 2011. Puis, nous verrons avec quelle vélocité le monarque marocain a initié de profondes réformes constitutionnelles. Regardez. ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت قررنا إجراء تعديل دستوري شامل يستند على 7 مرتكزات أساسية. أولا، التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة. ثانيا، ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، ولا سيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب. ثالثا، الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه. رابعا، توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق ديمقراطية وتحديث المؤسسات وأقرنتها من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. تكريس تعيين وزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. تقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته. خامسا، تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية
في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني. سادسا، تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. وسابعا، دسترة هيئات الحكام الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات. Avec nous par ordre alphabétique, Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Habitat, secrétaire général du PPS, Parti du Progrès et du Socialisme. Il a été porte-parole du gouvernement, ambassadeur, plusieurs fois ministre. Omar Fassi Fehri, député PJD de Fès, vice-président de la commission infrastructure, de l'énergie, des mines, de l'environnement au Parlement. Il est au PJD, donc, le Parti de la Justice et du Développement. Jamel Hafsi, journaliste et consultant à Rabat. Monsieur Ben Abdallah, Nabil Ben Abdallah nous a demandé de le libérer assez tôt puisqu'il a des contraintes qu'il doit assumer. Nabil Ben Abdallah, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous avez publiquement déclaré il y a quelques semaines que vous aviez personnellement conseillé à Abdallah Ben Kiran que ses sympathisants, que ses militants ne rejoignent pas les manifestants lors des fameuses manifestations du 20 février. Pourriez-vous nous dire pourquoi avez-vous donc opté pour cette démarche et comment se fait-il que Ben Kiran ait suivi votre conseil? Je ne pense pas que c'est cela qui a été déterminant dans la position de Ben Kiran, mais il se trouve que nous avons des rapports qui ont été, il y a quelques années, conflictuels, mais qui dans le même temps étaient amicaux. Et que lorsque un certain nombre de développements politiques ont eu lieu au Maroc à partir de 2009, en particulier 2008-2009, avec la création d'un nouveau parti politique, en l'occurrence le Parti de l'authenticité et de la modernité, nous avons considéré que les conditions de sa création, les circonstances qui l'ont accompagné, les pratiques que nous avons vues lors de 2009, d'intervention et d'interventionnisme dans les affaires politiques et les affaires partisanes d'un certain nombre de partis, eh bien, tout cela n'était pas pour nous satisfaire et nous avons été le premier parti à nous opposer à cela. Et dans le même temps, il se trouve que le PJD en a fait de même par la suite. À partir de là, il y a une sorte de rapprochement sur le terrain qui s'est opéré, bien que nous soyons d'idéologies différentes et de sensibilités différentes en termes politiques. Et lorsque les événements du 20 février se sont déclenchés au Maroc, il y avait là une grosse question qui se posait. Fallait-il que nous soyons dans une stratégie de réforme dans le cadre institutionnel existant ou que nous soyons dans une stratégie de rupture? Ça veut dire qu'il pourrait mener vers l'inconnu. Pour ce qui concerne un parti comme le Parti du Progrès et du Socialisme, il a toujours été un parti qui veut profondément le changement, la démocratisation du régime, mais dans le cadre de la légalité et dans le cadre de la légitimité. Et c'est pour cela que nous avons dit, à ce moment-là, lors d'échanges avec Abdallah Ben Kiran, j'ai dit, écoute, si jamais tu descends dans la rue de manière officielle, ça veut dire que tu romps avec le régime, avec le système, et que tu t'aventures vers quelque chose dont on ne connaît pas l'issue. C'est pour cela qu'il s'agit de soutenir les réformes, c'est pour cela qu'il s'agit d'aller dans le sens de la démocratisation, de dire fortement que l'essence des réformes, nous le souhaitons, mais que la manière qui pourrait mener éventuellement à une issue que nous ne contrôlons pas, eh bien, cela, nous ne pouvions l'accepter. La preuve, ce qui s'est passé, vous l'avez dit dans l'éditorial de cette émission, ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est que lorsque nous allons vers l'inconnu de cette manière, regardez le printemps, ce qu'on a appelé le printemps arabe, ou le printemps démocratique, ou le printemps de Jasmin, ou autre dénomination, eh bien, souvent, nous avons eu des issues qui ne sont pas les plus positives et celles qui étaient attendues, à savoir que nous avons des reculs et des retours en arrière. Alors, je préfère largement l'option marocaine qui a consisté à réformer, à démocratiser encore plus, dans le cadre
du régime existant dans le cadre de la monarchie démocratique marocaine. Et je pense qu'aujourd'hui, les élections que nous venons de tenir, qui se sont déroulées dans un climat de transparence et de probité, bien que, encore une fois, il y ait eu quelques pratiques de la part de certains partis en termes d'achat de voix ou autres, mais les urnes ont été respectées, la transparence a existé, et bien tout cela est à mettre au crédit de la monarchie marocaine, du régime marocain, mais également des partis marocains qui ont longtemps milité pour la démocratie. Vous avez conclu, Nabil Abdallah, une alliance avec le PJD, qui est, rappelons-le, d'essence fondamentalement conservatrice, un parti islamiste, et vous êtes un parti de gauche, donc progressiste. Quelle est donc cette chimie politique qui a permis à deux partis comme les vôtres, qui sont aussi opposés dans leur essence, de pouvoir se retrouver sur un même chemin, avec une même vision? Expliquez-nous. Il y a une explication à cela, une explication de départ, mais il y a également une explication dans le déroulé, j'allais dire, dans la pratique. L'explication de départ, c'est ce que je vous disais. Lorsque le Maroc a mené une expérience de transition démocratique, une expérience, ce qu'on a appelé au Parti du Progrès du Socialisme depuis la moitié des années 70, une sorte de processus démocratique. Ce processus démocratique a été lent, il y a eu des avancées, il y a eu des reculs, des acquis, et en même temps, cela n'allait pas suffisamment vite, certes, mais il y avait un Parlement, mais les élections en même temps étaient trafiquées. Nous avons connu cela en 76-77, nous avons connu cela en 83-84, nous avons connu cela en 92-93, nous avons connu cela en 96-97, puis en 2002-2003, nous avons eu les premières élections que nous avons pu considérer comme étant relativement démocratiques, où les urnes ont été respectées et où il n'y a pas eu de traficotage, de bourrage des urnes. Tout cela a constitué une avancée dans laquelle le Parti du Progrès et du Socialisme s'est inscrit profondément. Lorsque nous avons eu le nouveau règne avec l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est bien la volonté de réforme, qu'elle soit démocratique, économique, sociale, culturelle ou autre, c'est profondément ancré dans la réalité marocaine. Et là aussi, nous avons accompagné cela. Et voilà qu'en 2007-2008, un certain nombre de milieux au Maroc décident comme ça de casser cette alliance, ce compromis qui existait entre la monarchie et le mouvement démocratique marocain pour essayer de créer une nouvelle structure partisane qui est venue quelque part tout chambouler. Et je vous le dis, je commence par la conclusion probablement, tout de suite je vous le dis, ce qui explique entre autres le score extrêmement élevé du PJD, aussi bien en 2011 que encore plus maintenant lors des communales et régionales, c'est justement une réaction à l'égard de la création du parti, de l'authenticité, de la modernité et de l'existence même de ce parti. Et justement, à propos de... Je finis juste mon explication. Je vous en prie. Mon explication. Oui. Pourquoi nous nous sommes retrouvés avec eux? Nous nous sommes retrouvés avec eux parce que tous les deux nous avons refusé ce recul. Tous les deux, nous avons refusé qu'il y ait, et tous les deux, nous avons décidé de conserver notre autonomie de décision, de ne pas permettre que ce parti intervienne dans nos décisions internes. C'est ce qui a mené progressivement, après les élections de 2011, à ce que nous décidions, pour barrer la route à ce recul, de constituer un gouvernement ensemble. Et lorsque nous nous sommes pratiqués, eh bien, il se trouve que nous avons travaillé sur la base de la parole donnée, sur la base de la fidélité à l'engagement, en disant clairement, écoutez, nous ne pourrons valider aucune décision gouvernementale. Elle bénéficie de l'accord des deux partis. Et en particulier en matière de liberté ou de droits des femmes ou de choses sensibles pour le Parti du Progrès et du Socialisme. Ça a marché, ça continue de marcher, parce qu'il y a la confiance qui règne entre nos deux partis. Nous allons y revenir dans un instant au sujet de cette confiance et de cette harmonie, j'allais dire, que vous semblez avoir trouvée. Mais sinon, comment pouvez-vous nous expliquer, vous qui, en termes de progression par rapport aux mêmes élections entre 2009 et 2015, vous êtes le troisième. Le PJD a fait une progression absolument impressionnante. Nous sommes deuxième en termes de progression. Vous êtes après le FFD, me semble. La première progression est celle du PJD
avec 231%. Oui. Et la deuxième progression est celle du PPS avec 60%. Ah, d'accord, très bien, parfait. Voilà. Vous êtes deuxième avec 60%. 60,27%. 60% en siège et 2,5 fois plus en voix. Très bien, je vous remercie, je m'excuse pour... Nous faisons une progression de 2,5 fois de quasiment 250%. Très bien, donc je m'excuse de vous avoir décalé d'une place. Mais sinon, voilà. Expliquez-moi comment se fait-il que vous, qui représentez deux partis aux antipodes l'un de l'autre en termes d'idéologie, si je peux dire, mais qui sont alliés, ont-ils pu conclure une progression aussi impressionnante, j'allais dire? Tout simplement parce que nous sommes perçus comme des partis sérieux et des partis autonomes. Le PJD a raflé le gros de la bille, parce que j'allais dire, il est calibré, il a déjà une ossature qui lui a permis de capter encore plus les voix qui refusent la corruption, qui refusent la mauvaise gestion locale, qui refusent les élus véreux et qui n'ont pas su correctement gérer les villes, qui refusent également la manière, le style adopté par l'opposition pour essayer de contrer ce gouvernement. L'opposition a adopté depuis 2011, depuis 2012, une attitude basée sur les personnes, et en particulier la personne de Benkiran. Une attitude de violence verbale. Bien sûr, Benkiran aussi a utilisé la violence verbale, mais je l'ai souvent rappelé à l'ordre de ce point de vue en lui disant « Eux peuvent le faire, mais toi, tu n'as pas le droit de le faire parce que toi, tu es chef du gouvernement. » Maintenant, il arrive à se calmer la majorité des fois, mais dès qu'il a l'occasion et qu'ils exagèrent un peu, il répond également. Maintenant, cela a permis, je crois, de drainer un certain nombre de personnes qui ont voté en faveur de ce sérieux, en faveur de cette relation. Bien sûr, le PJD a fait un bond énorme, puisqu'il est passé de la 5e place à la 3e en termes de sièges, et il est passé de la 5e place en termes de voix à la 1re place. Je crois que cela est significatif par rapport à ce qui se passe dans le pays. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y a une vague conservatrice dans le pays. Il y a beaucoup plus une vague qui veut que la classe politique nationale soit une classe propre, soit une classe compétente, soit une classe qui gère les affaires du pays dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes. Et je crois que le PPS s'est inscrit également dans cette démarche, et c'est ce qui explique sa progression. Je le reconnais dans le même temps. Dans les villes, nous avons nous-mêmes été affectés par le score énorme du PJD, parce que beaucoup de ceux qui auraient pu voter pour nous ont fait le choix quelque part de voter utile, c'est-à-dire de se dire, si on veut vraiment battre les partis et qui présentent des candidats non compétents ou qui ont déjà une réputation d'utiliser l'argent sale ou des choses de ce genre, eh bien, il faut voter plutôt PJD, parce que là, ça donne la garantie que nous allons grossir les rangs du PJD et faire en sorte que nous barrions la route à ces gens-là. Le PPS n'étant pas suffisamment, j'allais dire, gros pour pouvoir y arriver. Donc, Nabil Ben Abdallah, oui. Merci infiniment. Merci. Nous vous libérons. Vous avez demandé vous-même à ce que nous vous libérions assez tôt. Vous avez des contraintes. Merci d'avoir participé. Nous espérons vous revoir bientôt dans nos émissions. Je reçois à présent, j'ai le plaisir de recevoir Omar Fassi Fihri, député PJD. Merci Omar Fassi Fihri d'être avec nous. Merci beaucoup. Mon grand bonjour et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors, d'abord, votre sentiment sur ces élections dont votre parti est sorti largement devant un peu tout le monde. Je vous en prie. Allô ? Oui. Je voulais avoir votre sentiment sur ces résultats. Écoutez, c'est un plaisir de partager avec vous cette soirée. Notre parti a fait une option fondamentale, c'est de miser sur le sérieux, sur la valeur sûre du travail, sur l'intérêt général, la responsabilité, le partenariat. Et je crois que c'est une option qui, finalement, en vue des résultats qui ont été accomplis, sont dans le sens du progrès du Maroc, dans le sens de l'acceptabilité, de s'accepter. C'est un mot qui est fort, qui a été introduit par vous-même. Donc les Marocains ont pris leur destin par les mains.
la confiance est revenue dans le travail politique, dans le résultat des urnes, puisque le pourcentage de participation a dépassé les 50%, même les 53%. Et c'est un plaisir de partager cette réussite avec tous les gens qui partagent les mêmes valeurs. La valeur de la responsabilité, du partenariat, de l'intérêt commun et non pas de l'intérêt personnel. Ces derniers temps, j'allais dire presque, c'est de bonne guerre, hein. C'est comme ça, c'est la politique. Vos adversaires politiques et les médias qui sont sur l'autre trottoir ont tiré à boulet rouge sur vous, vous accusant même d'être des Daesh en puissance, d'autres d'être des pro-Mossad. Et pourtant, l'épouvantail qui a été agité semble ne pas avoir fait peur à ceux qui vous ont fait confiance. Comment avez-vous réussi à capter la confiance des gens et même à gagner de nouvelles couches sociales, de nouvelles catégories sociales, alors qu'on vous donne pour des méchants islamistes qui pourraient demain précipiter le pays dans l'aventure? Écoutez, cher monsieur, il y a un mot-clé qui est la crédibilité. Et je crois que ça a été dit par le chef du gouvernement lorsqu'il a parlé aux Marocains en leur disant posez la question à votre cœur. C'est quelque chose de fondamental. Les gens reconnaissent ceux qui travaillent pour leur bien, leur bien-être. Et en restant vrai, en restant soi-même, en travaillant beaucoup et en voulant du bien pour notre population, notre chère population, je crois que nous avons à remercier toute la population qui a voté pour nous, qui nous a mis dans le devant de la scène politique au Maroc, et d'ailleurs qui à un certain moment nous a fait prendre une responsabilité très lourde. Moi, je pense à la sortie, la rentrée, on la connaît. La sortie, j'espère qu'on va être aussi aimé après ce mandat qu'à son début. Et à votre avis, les élections législatives de 2016, vous êtes bien parti pour les remporter, pour être bien placé Écoutez, même à suivre le discours de Sa Majesté du 9 mars que vous avez rappelé au début de cette émission, dans le sens du sérieux, dans le sens des trois fondements de la nouvelle constitution que sont le partage, donc la concertation, et puis la responsabilisation, donc le lien entre le droit et l'obligation. Je crois que les Marocains ont compris, et je crois que nous sommes au devant de la scène parce que nous avons compris aussi. Et je crois que nous allons le rester. Maintenant, le challenge est difficile. Des élections législatives, c'est différent d'élections locales. Mais nous sommes confiants dans le sérieux de nos élus locaux même, qui vont œuvrer dans le sens de la réussite des grands chantiers qui sont ouverts aujourd'hui au Maroc. Jamel Hafsi qui est avec nous aujourd'hui me disait au téléphone hier, Jamel Hafsi est un collègue que je connais depuis des années, nous échangeons, il me disait hier, vous êtes avec nous Omar Fassi, vous êtes avec nous Omar Fassi Fihri. Alors Jamel Hafsi me disait hier, on parlait de ces élections, il essayait de m'expliquer parce que je ne connais pas très bien la réalité marocaine, malheureusement. Il me disait qu'il y avait une nouvelle perception chez l'électeur qui non seulement ne vote plus seulement pour des raisons et d'autres, souvent même pour de l'argent, pour des cooptations diverses et variées, mais il ne vote même plus pour la compétence elle seule. Maintenant, il vote pour une vérité couplée, composé de la compétence, mais aussi de l'intégrité. Il m'a dit, Jamel Hafsi, il me confirmera tout à l'heure peut-être, que les gens sont maintenant focalisés sur ce couplage de ces deux vertus qu'ils exigent de leurs nouveaux représentants, qui soient la compétence et l'intégrité. Est-ce que vous pensez
que votre parti a été réélu de cette façon parce que ses membres ont fait preuve, ont fait montre de ces deux vertus, de ces deux qualités. Effectivement, je partage la réflexion et je dirais qu'un changement, le changement d'une organisation, c'est un trépied. La culture, la structure et la stratégie. Nous avons opté sur le plan stratégique sur l'intégrité et la compétence. Les Marocains ne connaissaient pas les cadres du PJD. Maintenant, ils les connaissent. Les Marocains ne reconnaissaient pas la valeur de l'intégrité sur le plan. Ils disaient c'est pas vrai, ils vont pas avoir le devant de la scène. L'intégrité est un grand mot qui a une grande valeur, qui a beaucoup d'avenir. Et je crois que tous les partis politiques ont à suivre l'exemple et à revenir à ces bases fondamentaux qui font notre culture en tant que Marocains et que musulmans. Et je crois que ça paye à la longue. C'est le grand message de ces élections. Restez avec nous, Omar Fassi Fihri. Je continue de présenter donc nos invités par ordre alphabétique, mais j'aimerais auparavant m'excuser d'un impair que je viens de commettre. J'en suis vraiment désolé. J'ai oublié de présenter la seule dame dans cette assemblée, dans cette honorable assemblée, Nabila Mounib, secrétaire générale du PSU, qui nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation. Je suis vraiment désolé, Nabila Mounib, je m'en excuse profondément. Je viendrai à vous dans un moment, mais à présent, j'accueille Jamal Hafsi. Merci Jamal d'être avec nous. Je vous remercie de m'accueillir. Jamal, on ne vous entend pas très bien. Jamal Hafsi. Oui, là vous m'entendez mieux? Oui, mieux. Et si vous éleviez la voix un peu plus, ce serait encore mieux. Jamal, d'abord, votre sentiment général sur ces résultats, sur ces élections, sur ce processus électoral qui semble, comme je l'ai dit dans mon introduction, être un découlement tout à fait évident du printemps des peuples dans la région. Évidemment, c'est Jamaldine, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit dans votre brillante introduction, brillante et exhaustive introduction qui a non seulement planté le décor, mais aussi fait un passage sur le contexte. Bon, les faits, sinon, je m'arrêterai sur les faits saillants, sur ce qu'il y a comme élément important à retenir, à savoir, premièrement, et on se doit de le répéter, c'est les conditions dans lesquelles se sont passées ces élections, de l'avis de tout le monde. Ce sont des élections qui se sont passées dans des conditions de transparence et de régularité que personne ne peut contester. Bien évidemment, on peut toujours évoquer quelques cas qui, ici et là, n'ont pas été à la dimension de cette intégrité, de cette transparence. Mais encore faut-il souligner que ce sont le fait de personnes et que d'aucune manière elles n'ont été l'émanation de directives émanant de l'administration centrale. Bon. Le second point à relever et qui me semble être le plus important, c'est cette cartographie politique qui est en train de prendre des allures assez particulières. Bon, je ne reviendrai pas sur cette percée du PJD, une percée, il faut le dire, qui est spectaculaire, non seulement par rapport aux chiffres
qui ont été dégagés à l'issue du scrutin, mais également par d'autres éléments, à savoir que de très grandes villes ont basculé dans le giron du PJD. Et je citerai pour l'exemple le bastion, enfin ce qui fut le bastion du parti de l'Istiqlal, Fès, qui a balancé dans l'escarcelle du PJD. Et d'une manière, et avec un résultat que personne ne soupçonnait. Ensuite, il y a eu la ville de Casablanca, la capitale économique, qui a tiré entre les mains du PJD, entre les mains politiques, s'entend. Il y a eu Tanger, Meknes, Kenitra, Marrakech. Agadir, Rabat. Rabat, oui, évidemment. Bon, tout ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est aussi un élément qui est en train de dessiner une nouvelle, je disais cartographie, mais je dirais un nouveau paysage politique. Bon, en dehors de ça, parce que bon, il y a tellement de chiffres, je ne vais pas faire long. Les chiffres, bon, il faut, en termes de voix glanées par le PJD, bon, ils en sont à 1 500 000. Bon, ce qui les met à distance légèrement respectable du second, de leur concurrent, de leur principal concurrent, le pape. Bon, pourquoi je chiffre? Parce que étant à environ une année et quelques semaines du prochain scrutin législatif, je vois mal comment, et je ne veux augurer de rien, mais je vois mal comment comment le prochain gouvernement échappera au PJD. Oui. Bon, il y a toujours des surprises, évidemment. Sinon, voilà, maintenant, bien évidemment, je dois souligner aussi la percée du PPS, bien que relative. Et là, j'aurais aimé poser à M. Nabil Mnabdallah une question, à savoir, est-ce que l'on peut considérer que le PPS opte finalement pour le pragmatisme électoral, lequel pragmatisme suppose que l'on rompt avec les anciens discours qui étaient ceux du PPS. Espérons qu'il y aura une autre émission et qu'on l'invitera et vous aurez l'occasion de poser la question. Mais j'aimerais, Jamal Hafsi, que vous commentiez pour nous cette régression j'allais dire spectaculaire aussi, du grand perdant de ces élections, l'USFP, qui a enregistré un recul, je crois, d'environ 17 ou 18%. Exactement. Comment expliquez-vous cette régression qui est d'autant plus grave qu'en face, les adversaires ont enregistré une progression faramineuse, fabuleuse? Effectivement, cette régression de l'USFP qui n'est en définitive dans l'intérêt de personne, je le dis. Mais comment l'expliquer? C'est facile. Bon, après le dernier congrès national du parti, il s'est dégagé ce que j'appellerais quelques luttes intestines qui ont fait que des figures de premier plan, des figures de valeur dans ce parti n'ont plus partagé la vision
de ceux qui ont à charge de gérer la grande institution qu'est l'Union socialiste des forces populaires. Jamal Habsi, je vais être obligé de vous interrompre malheureusement. Oui, oui. Je vais être obligé, je suis désolé, j'aurais voulu vous donner plus de temps, mais il nous reste très peu de temps et Nabila Mounib ne s'est pas encore exprimée. J'ai donc le plaisir de la recevoir. Nabila Mounib, merci d'avoir accepté notre invitation et excusez-moi, excusez mon oubli de tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là, je vous écoute. Je pensais que, voilà, vous m'avez carrément zappé de l'émission, mais... Je suis vraiment désolé, madame. Je suis depuis tout à l'heure. Je suis désolé. J'aurais aimé interagir avec vos interlocuteurs et voilà, poser des questions qui pourraient contribuer à éclairer l'opinion publique. J'aurais également aimé que si Jamal Habsi, journaliste, nous fasse une petite analyse un peu objective de ce qui s'est passé et non pas l'apologie de deux partis. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, dans la mesure où on est là, on a l'impression qu'on fait du surplace et qu'on ne part pas vers l'analyse qu'il faut de ce qui s'est passé. Alors, vous avez une question directe à me poser Oui, alors je vais vous dire, madame, moi je vous promets que nous allons faire une deuxième émission. Je vais essayer de la faire avec les mêmes intervenants, comme ça pour permettre justement d'échanger, de s'interpeller les uns les autres. Donc, je vous promets que nous la ferons, Inch'Allah. Mais sinon, en attendant, donc, comme il nous reste je pourrais réagir par rapport à ce qui est... Voilà, je vous laisse réagir, je vous laisse commenter. Exactement. Alors moi, je voudrais tout simplement rappeler que, en fait, la démocratie en marche au Maroc, ça fait longtemps qu'elle marche et ça fait longtemps qu'on nous parle de transition démocratique, mais que cette dernière tarde encore à arriver. Donc, et en fait, les élections, ce n'est pas simplement les urnes. Les élections, c'est aussi développer une culture démocratique et aussi le respect des libertés et aussi avoir aidé l'individu marocain à devenir véritable citoyen capable de faire des choix éclairés et efficients. Et là, je voudrais seulement rappeler qu'on tape trop sur l'école marocaine qui, malheureusement, est en échec et qui n'arrive plus à former ce citoyen éclairé, qui a un esprit critique, qui connaît qui est quoi et qui, lors des élections, fait un choix éclairé. Là aussi, il faut rappeler, je ne sais pas les valeurs qui ont été données, c'est-à-dire les estimations de plus de 50% de participation de Marocains. Moi, je ne veux pas qu'on dise que c'est toujours les mêmes, le PSU, la Fédération, qui ne croient pas dans les chiffres officiels. Mais moi, je vous dis que le taux d'abstention demeure extraordinairement élevé et que les gens n'ont toujours pas confiance dans ce jeu politique qu'ils considèrent comme étant un jeu pollué, pour le moins, si on peut parler ainsi. Mais madame, excusez-moi, par les temps qui courent, vous ne pensez pas que 53%, et presque 54% de participation est quand même un chiffre notable ? Ce ne sont pas véritablement 53%. Pourquoi, monsieur? Parce qu'il y a encore 11 millions de Marocains qui ne sont pas inscrits dans les listes et qui sont en âge de l'être. Nous avions demandé en tant que Fédération de la gauche démocratique à ce que ces 11 millions soient inscrits automatiquement sur la base de la CIN. Alors, si vous comptez avec ces 11 millions, donc le taux, même s'il est vrai de 53% ou de 54%, il retomberait vers des valeurs de 30%. Donc, on va pas discuter des chiffres. Je pense que c'est l'essence même que portent ces élections qui devraient être analysées si on veut vraiment montrer qu'il y a une volonté pour aller de l'avant, pour construire une véritable démocratie au Maroc. Moi, en tant que PSU et avec la Fédération de la gauche démocratique, c'est vraiment dans l'esprit du mouvement du 20 février et dans l'esprit du printemps arabe, entre guillemets, que nous avons consenti de participer à ces élections-là, parce que nous voyons que depuis justement 2011, le Maroc, notre pays, fait du surplace, et que le premier constat est que la construction démocratique locale a été entravée, et que des élites parvenues ont failli, et que les citoyens n'ont toujours pas confiance, et que la construction de la démocratie au niveau de l'État et au niveau de la société est encore à faire. Pourquoi je fais ce constat? Parce que je remarque que dans mon pays, je ne le souhaite pas, mais c'est le constat, c'est le réel. Il y a une grave crise sociale qui peut se traduire et qui se traduit par 40% de jeunes au chômage dans les grandes villes, qui se traduit par de l'exclusion, qui se traduit par de la violence. Alors que, normalement, des élections
C'est important, il faut qu'elle soit libre et transparente et crédible pour maintenir la paix que connaît aujourd'hui le Maroc et qui est une paix précaire pour qu'elle devienne véritablement une véritable paix. Or, le Maroc aujourd'hui n'a pas de projet. Les choix économiques qui ont été ceux du gouvernement ont aggravé cette crise économique et ont fait qu'aujourd'hui au Maroc, on applique une politique d'austérité qui est en défaveur des plus démunis, qui constituent la frange la plus large de la société. Donc nous avons participé et nous avons essayé de dire très clairement aux citoyens, par le contact direct que nous avons eu avec eux, que le Maroc a besoin de s'engager véritablement vers la construction démocratique vraie et de sortir de la démocratie de façade. Aujourd'hui, nous avons... Est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est pour vous la démocratie vraie, qu'on comprenne ce que vous suggérez, ce que vous recommandez? La démocratie vraie, ça commence par la séparation des pouvoirs. La démocratie vraie commence par un pluralisme politique véritable. Au lieu d'avoir des partis, tout le monde parle d'autonomie, mais les partis qui parlent d'autonomie, même sur votre plateau, ne sont pas autonomes. Vous imaginez, moi j'étais choquée d'entendre que M. Nabil Ben Abdallah, affirme que lui-même avait contacté le Sebin Kiran pour lui dire attention, il ne faut pas soutenir le mouvement du 20 février, un mouvement pacifique qui avait dit non au despotisme, non à la corruption, construisant ensemble une société de justice sociale, de liberté et de dignité. Comment se fait-il que M. Nabil Ben Abdallah et Sebin Kiran, qui ont les premiers profité de ce mouvement du 20 février, parce que alors lorsqu'il y a eu les élections anticipées, c'est eux qui sont passés au gouvernement, puissent encore dénigrer ce mouvement qui a été à la base au moins d'une petite renaissance dans un pays qui a attendu pendant 60 ans la mise en place d'un état de droit. Donc tout ça, c'est quelque part écœurant. Deuxième chose, si aujourd'hui nous sommes devant une percée du PJD, que personne ne renie, ils sont là, ils ont des bases disciplinées, ils travaillent, ils ont des moyens. Alors si on peut reprocher à d'autres partis de distribuer de l'argent à droite, à gauche pour essayer d'attirer des voix, pour que ça se comptabilise pour le parti, eh bien le PJD distribue de l'argent tout au long de l'année par ses actions de bienfaisance, etc. Ça, ce n'est pas pour les dénigrer. Ils donnent Mais est-ce que c'est la même chose? Moi, je ne suis l'avocat de personne, mais je pose la question. Oui. Est-ce que c'est la même chose de pratiquer la bienfaisance tout le long de l'année ou de donner de l'argent pendant les élections? Est-ce que c'est la même chose? C'est deux choses qui sont irrespectueuses du Marocain. Nous, on ne veut pas que le Marocain soit un assisté. Nous, on veut qu'il soit un citoyen respecté, qui fasse son choix de manière libre et libérée et éclairée. Donc, aujourd'hui, vous parlez de la chute de l'USFP. La chute de l'USFP a été programmée. Vous savez que dans le temps, l'USFP était un grand parti et avec lui, nous aussi, les partis de l'opposition, ont constitué la seule opposition crédible, forte, face à un régime qui ne voulait pas de la démocratie. L'USFP, on a tapé sur l'USFP par une répression féroce durant des années, lui et la gauche. Et aujourd'hui, on essaie de pourrir l'USFP par des élites qui semblent aujourd'hui plus intéressées par la rente politique que par autre chose. Donc c'est deux moyens, la cooptation, la pourriture par l'argent, la répression, qui ont fait que aujourd'hui la gauche au Maroc a été affaiblie et rejetée de la marge vers l'extrême marge. Ceux qui comptaient parmi la gauche, qui ont choisi la soumission, se sont alliés au PJD, ils se sont alliés. Donc aujourd'hui, on est encore très très loin du dégagement d'une majorité vraie et d'une opposition vraie. C'est ça la démocratie. La démocratie, ça doit être des partis autonomes avec des programmes, des projets de société et que la concurrence soit équitable et loyale. Et si vous deviez faire un bilan, si on vous demandait de faire un bilan en quelques mots de ces élections, comment vous les qualifieriez? Bon, écoutez, aujourd'hui, j'aurais bien aimé dire qu'aujourd'hui, le Maroc a organisé des élections libres, transparentes et crédibles. Ce n'est pas le cas. Parce que encore, les autorités ont intervenu. Elles ont intervenu dans la circonscription où moi je me suis présentée. Où vous avez le chef de l'autorité locale qui a refait l'écriture d'un PV du bureau 6 et 8 dans l'école de Derbani à Haïl Gbas dans Sidi Bliot. Donc moi je demande à ce qu'une enquête soit faite. Une enquête soit faite là où il y a eu des dépassements, des exactions. Il y en a eu pas mal, il y en a eu beaucoup. Et que la justice connaisse son cours et qu'elle fasse toute la lumière sur ça. Aujourd'hui encore au Maroc, l'argent a coulé à flot.
et ça au vu et au su des autorités. Moi, je demande à ce que justice soit faite et qu'on rétablisse un peu d'équilibre, parce que le citoyen ne croit plus. Aujourd'hui, la seule chose positive que je puisse souligner pendant ces élections, c'est qu'il y a une conscience politique en éveil et que les gens, ils n'ont pas voté PJD parce qu'ils nous apprennent ce que ça veut dire l'intégrité. Je pense que l'intégrité, personne n'a le droit de nous donner une leçon sur l'intégrité. Nous qui avons subi Tazmamas, Agdez et qui avons subi les atrocités de la répression du régime. Personne n'a le droit de nous parler d'intégrité. Nous avons donné la très très belle leçon et nous avons payé le prix fort. Et on en est très très content. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une conscience politique qui a fait tomber des têtes des grandes villes parce que les gens les ont vus à l'œuvre et que ces gens-là ont profité de leur poste pour s'enrichir de manière indécente. Ils leur ont dit non. Mais face à eux, ils ont trouvé un amalgame de partis qui s'allient pas pour un projet de société, mais qui s'allient pour des intérêts immédiats. Nabila Aujourd'hui, je Mounib. ne peux pas. Pardon, juste une petite idée Oui. pour terminer. Le Maroc aujourd'hui n'a pas besoin de 39 ministres. Si c'est pas de la rente politique, comment on peut qualifier ça? Je pense qu'aujourd'hui le Maroc est sur la bonne voie. Si on fait tomber des têtes de gens corrompus, d'arrivistes, d'opportunistes au niveau de la politique, qui ne lient pas politique et éthique, qui ne savent pas que la politique doit être liée à la reddition de comptes, nous sommes au début d'une étape que j'espère va dégager demain une véritable opposition et surtout un vrai projet de démocratisation de l'État et de la société au Maroc que la Fédération porte et que j'aimerais que d'autres personnes portent avec nous pour que le Maroc vraiment s'inscrive dans la marche de la modernité, de la démocratie et du développement que l'on attend tous. Merci Nabila Mounib. Je m'excuse encore une fois de ne pas vous avoir cité lors de la présentation des invités. Je rappelle que vous nous avez été recommandé très chaudement par Jamal Hafsi qui est avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi Nabil Ben Abdallah, Omar Fassi Fihri, Jamal Hafsi et je donne rendez-vous à tous ces invités pour une autre émission où nous pourrions l'aborder sous un autre angle de la discussion entre eux peut-être, si c'est possible, si tant est que nous pourrons le faire par téléphone et par Skype. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Salam alaikum, qawala khair, slama. معليش يبقى 100 ans. أنا نسمعك يا جمال.